Bienvenue dans le premier numéro de Deuxième Acte, le Broadway.com show des Français qui n'ont pas d'argent. Aujourd'hui, les adaptations au cinéma des comédies musicales à l'occasion de la sortie prochaine d'Into the Woods. Il y a un peu plus d'un an, c'était à l'occasion de la sortie au cinéma des Misérables, j'avais fait un article qui recensait un peu les différentes façons d'adapter une comédie musicale au cinéma, en disant pourquoi c'était raté à chaque fois. À l'occasion de la sortie prochaine d'Into the Woods, le fandom de Stephen Sondheim est pétri d'angoisse un peu plus jour après jour. J'ai une envie pour parler de tout ça. Comment adapter une comédie musicale au cinéma, ou pourquoi il faut se méfier de Rob Marshall comme de la peste. Avant tout, 2-3 mots d'introduction, c'est triste, c'est chiant, mais c'est comme ça, je viens de citer à moitié peau d'âne et j'en suis fier. On va commencer par rappeler les évidences, qu'il s'agit d'un bouquin, d'un BD, d'un CD, d'une pièce de théâtre. À chaque sortie au cinéma d'un film qui sera adapté d'une œuvre antérieure, tout le monde ne sera pas satisfait. Des gens vont gueuler, des gens vont s'énerver, des gens vont crier au meurtre, et parfois pire. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où la représentation culturelle du cinéma, c'est que la plupart des gens pensent que adapter une œuvre au cinéma, c'est surtout pour faire de l'argent, alors qu'il y a des tas de bonnes raisons pour adapter une pièce de théâtre à l'écran. C'est toujours une bonne idée. Every day for a week we would try to hear the wind rush, hear the wind rush, feel the chill. So I dug right. On va tout reprendre depuis le début. Le problème posé par l'adaptation au cinéma d'une comédie musicale, c'est avant tout que le théâtre et le cinéma sont deux médias extrêmement différents. Une pièce de théâtre, c'est toujours un canevas sur lequel le réalisateur, les acteurs, les éclairagistes, les accessoiristes et les ingénieurs du son vont broder quelque chose. Et ce quelque chose, ça sera différent à chaque fois, et ça sera même différent d'un soir sur l'autre. Même dans le West End ou à Broadway, où c'est des superproductions, où on essaie de régler chaque détail de façon millimétrée pour que chaque soir soit l'exact identique du précédent, et ça pendant 10 ans, même dans ce cas-là, tout peut être influencé par le rhume qu'a vu l'actrice principale la semaine dernière, le fait qu'il passe noir la nuit, ou la température extérieure. Et quand je dis ça, je cite un monsieur qui est cité là-dedans, donc j'ai oublié son nom, mais je sais que c'est un type bien, celui qui est cité là-dedans. Et le fait que le théâtre change tout le temps, c'est aussi ce qui permet à des metteurs en scène de transformer complètement une œuvre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec son méthode, jouée dans un hôpital psychiatrique, avec Patti Lupone, qui joue du tuba. Alors qu'un film est toujours le produit terminé, il est toujours tel que le réalisateur et les producteurs l'ont voulu à un moment donné, et la seule différence qui pourra l'affecter, ce sont des différences de variation dans sa réception. Uniquement la réception de l'œuvre dans le regard du public en fonction d'un contexte culturel donné qui pourra l'affecter. Vous avouerez que c'est minime. Du coup, c'est cette espèce de mutabilité du théâtre qui fait qu'on peut très bien traduire une œuvre, y compris une œuvre musicale, j'y tiens, dans des tas de langues différentes, alors qu'un film, en supposant que ça ne rende pas complètement moche à cause d'histoires de doublage, pour des raisons culturelles, ça peut donner des résultats très gênants. En Hartford, Herresford et Hampshire. De herre have. Comme c'est aimable à vous, madame. Ce ciel serein, où peut-on le voir? En Espagne, en Espagne. Quel ciel n'a pas d'embrun? L'Espagne, l'Espagne. Le malaise est total. L'autre dimension importante, c'est l'aspect purement conventionnel du théâtre. Je vous rappelle qu'on a passé une bonne partie de l'histoire de France à considérer que le bon théâtre, c'était quelque chose qui se faisait en alexandrin. Aujourd'hui, si vous allez voir une pièce, et qu'on a une mère éplorée qui tient sur la scène un bébé en plastique, si vous vous dites « Putain, c'est vraiment pas réaliste, vous avez un sérieux problème et ça relève plus de ma compétence ». Non, si on peut accepter que dans les dernières heures de l'humanité, un misanthrope aveugle écarrille ses parents dans des poubelles pour ensuite parler des coïdes de puce, on peut bien imaginer que des gens malades du sida dans le New York de la fin du 2e millénaire se mettent à chanter en plein milieu de la rue alors qu'il fait moins 10 degrés. Allons-y. Et face à ça, vous avez le cinéma qui est toujours profondément réaliste dans la façon de faire de toujours présenter objectivement une action. Ce qui est filmé par la caméra, c'est la seule réalité brute et froide. Évidemment, le cinéma a été utilisé différemment, et avec ce qui permettait en termes de moyens techniques, on est eu Méliès, on est Star Wars, on est toute l'heroic fantasy. On n'est plus du tout dans le réalisme. Mais il y a quand même un regard porté sur la réalité qui fait qu'on amène des éléments merveilleux face à une caméra qu'on imagine objective, et du coup c'est ce qui permet l'immersion dans un monde qui n'a rien à voir avec celui qu'on connaît. Au théâtre, si vous présentez quelque chose de non réaliste, vous passez dans le symbole. Au cinéma, on a tout de suite une sorte de brutalité du niveau de lecture. C'est pour ça que même si aujourd'hui beaucoup de personnes ne comprennent pas l'intérêt du théâtre musical ou de l'opéra, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça chante tout le temps, c'est encore pire dès qu'on s'attaque au cinéma. D'autant plus que les films musicaux sont souvent associés dans l'imaginaire collectif à du spectaculaire à outrance qui est fini par tomber dans le vulgaire et le kitsch. Bon, et tout ça, c'était mon introduction, je crois qu'on est pas rendu. Maintenant qu'on a vite fait passer en revue les principaux problèmes qui surgissent quand on adapte une comédie musicale sur scène au cinéma, on va passer en revue quelques échecs. Parce que oui, des exemples d'adaptation ratées, on en a plein, et j'adore les remarquer. Et le fandom de Sondheim vit dans l'angoisse quant à la sortie d'Into the Woods,
et on va voir qu'il y a des raisons. Premier exemple, les comédies musicales qui étaient tellement conceptuelles au départ, qui n'avaient rien à faire au cinéma sans être repensées en profondeur, et qui ont donné un monstre. Le meilleur exemple de ça, c'est le film qui a été tiré de A Chorus Line, où les réalisateurs ou les scénaristes ont enlevé tout ce qui faisait le charme de la pièce, c'est-à-dire la nudité du décor, de la musique, avec simplement le jeu des acteurs mis au premier plan, et surtout le personnage du metteur en scène qui était une espèce d'arlésienne, une voix divine, et qu'on a simplement présenté comme un autre personnage. En faisant ça, on a brisé toute la tension qui pouvait être accumulée dans la pièce et qui nous faisait ressentir de l'empathie pour les personnages. Résultat, le film ne sert strictement à rien. Kiss today goodbye. The sweetness and the sorrow. Le film a quand même eu un avantage, vu qu'il a été une étape majeure de la carrière d'Alison Reed. Alison Reed. Madame Darbus dans High School Musical, vous suivez ou pas qu'elle évolue les personnages, ça c'est complètement faussé au cinéma. C'est le cas de Gypsy, vous avez une scène filmée pendant les 3 quarts du film, Edwig and the Angry Inch, et dans une certaine mesure le fantôme de l'opéra. Promise me that sometimes you will think. Encore une fois, pour ce qui concerne spécifiquement la comédie musicale, c'est parfois la musique même qui va poser un problème au producteur. Il y a évidemment le cas du moment où on a beaucoup trop de chansons qui ne vont pas marcher à l'écran, le moment où il y a beaucoup trop de chansons tout court, et les moments où le film est entièrement chanté et on sait que ça va pas passer à l'image. On a quelques films entièrement chantés mais qui avaient été conçus comme ça dès le départ. Et si on se met du point de vue du producteur, ça va être extrêmement difficile de distribuer ce genre de film, non seulement à l'étranger, où on va avoir des questions de doublage ou de sous-titrage, mais aussi dans le pays même où on aura l'impression qu'on en demande beaucoup trop aux spectateurs. À ce moment-là, pour des exemples les plus connus, on va décider qu'il y aura du chanté, Never see the sun. I think Stephen needs her stage. Baby, let's have. du pas chanté, Right now. Okay. et un truc qui nous ressemble à on ne sait pas quoi, mais on se dit que ça va plaire et que de toute façon les fans vont vraiment hurler si on l'enlève. Dropped my stash. I know I've seen you out and about when I used to go out. Your candle's out. Il y a aussi le fait que, beaucoup plus que sur scène, la transition entre les scènes parlées et les scènes chantées, vu que c'est des choses qu'on n'attend pas forcément, va être encore plus compliquée à réaliser pour un film. Et pour essayer de les intégrer à un scénario sans trop choquer le spectateur, on a assisté à des boosts, mais des vrais boosts. I feel my body chill, gives me a special thrill each time I see that Guido neorealism. Nine, l'échec incarné. Pour Nine, Rob Marshall a utilisé un procédé qu'il avait déjà utilisé dans Chicago et qui marchait pas si mal. C'est-à-dire qu'il introduisait des clips vidéo dans la trame du film comme si c'était des séquences rêvées par le personnage principal. Le problème, c'est qu'en procédant de cette façon, il en a fait des séquences qui étaient complètement détachables de l'histoire et qui n'apportaient pas grand-chose à l'action. On le répétera jamais assez, c'est valable pour Glee, c'est valable pour la moitié des comédies musicales aujourd'hui. Si votre séquence musicale est un rêve, un délire, un fantasme ou quoi que ce soit qui ressemble à ça, ce sera toujours un à côté, un bonus, quelque chose qui n'est pas foncièrement indispensable et qui fait que décrire une situation qu'on a déjà comprise sans jamais vraiment la développer. Alors c'est vrai, dans le cas de Chicago, ça pouvait se comprendre. Vu qu'on jouait sur une assimilation entre les scènes de l'histoire et des numéros de cabaret dans un style des années 30, c'était pas complètement absurde de le casser dans un contexte rêvé comme ça, avec des plumes, des strass, des paillettes et les danseurs qui ont des chapeaux de Bob aussi. Pour Nine, c'était simplement très laid. C'est-à-dire pour Nine, c'était complètement sur la difficulté par rapport à Chicago où le procédé avait un sens. Mais ajoute à ça le fait que Rob Marshall ait complètement repensé le livret des deux œuvres qu'il a adaptées et qu'il en a fait deux grosses bouses qui ont toutes les deux la subtilité d'un monto d'orgue à des Red Bull. Sinon, il y a la méthode Cabaret, le film avec Liza Minnelli. Vous avez une pièce de théâtre, vous changez complètement l'histoire. Vous avez une histoire sur scène, vous vous dites non, j'enlève le livret. Non, j'enlève 95% des chansons. J'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça. Je repense complètement l'histoire, mais je laisse le même nom, je garde la même scène d'ouverture et je fais un film culte. Vous avez cette façon de faire. A noter que ça a déjà été fait pour une des adaptations d'Anything Goes, mais à l'époque c'était plus ou moins la norme de faire des films qui n'avaient rien à voir avec les œuvres originales, et dans ce film, il y a Donald O'Connor, donc on se tait. You're the night. Tell me. You're the Tower of Pisa. Tiens, puisque j'ai parlé d'un acteur, il y a aussi le problème de ceux qui vont être choisis par les studios de production. Ce sera pas toujours le choix du réalisateur et ce sera pas toujours le choix des fans. Pour Into the Woods, on a quand même un casting qui tient globalement la route. On sait Meryl Streep est chantée, on sait Meryl Streep va être parfaite, on sait. Mais il y a aussi Anna Kendrick, ne tue pas Cendrillon, ne tue pas Cendrillon, ne tue pas Cendrillon. Et ça annonce déjà de bien meilleures choses que Johnny Depp quand on l'avait mis dans le rôle de Sweeney Todd. Johnny Depp est aussi dans ce film, mais j'ai l'intention de fermer les yeux ou d'aller aux toilettes pendant cette scène. Je me demande vraiment pourquoi ils ont fait ça. Tout ce que je voulais dire, c'est que si un film musical finit par être mauvais, ça peut être aussi une question de casting. Je sais pas si vous êtes remis du passage de Michael Ball à Eddie Redmayne dans le rôle de Marius dans le dernier film qui est sorti, Les Misérables. Mes oreilles saignent encore. Et Hugh Jackman. Qui a casté Hugh Jackman? Vous avez Alfie Boe, qui
qui est parfaitement disponible, et vous avez casté Hugh Jackman. Malgré tout ça, il y a quand même des films musicaux qui ont réussi à avoir une belle carrière. Mais c'est surtout parce que les œuvres dont ils sont l'adaptation s'y prêtaient déjà bien. West Side Story, My Fair Lady, Mamma Mia sont 3 œuvres que je prends totalement au hasard, mais qui avaient une vocation cinématographique largement plus évidente que Chorus Line ou même Into the Woods. Je me demande s'ils vont essayer d'adapter Sunday in the Park with George à un moment. Avec Jeremy Jordan. C'était aussi une des grosses frayeurs de tout le fandom de Jason Robert Brown quand on a appris qu'on allait avoir un film sur The Last 5 Years. Mais c'est encore Anna Kendrick, on n'a pas trop de raisons de s'inquiéter. Et Jeremy Jordan, on n'a pas trop de raisons de s'inquiéter. J'ai listé une partie des éléments qui pouvaient faire qu'un film musical était raté par rapport à la version scénique. Mais après tout, peut-être qu'Into the Woods va être réussi. C'est réalisé par le même réalisateur que Chicago et Nine. Pourquoi ça pourrait pas marcher? Vous lisez la crainte sur mon visage, vous lisez l'angoisse dans mes yeux. Je sais pas exactement ce que j'ai essayé de prouver avec cette vidéo, à part le fait que j'avais peur. Into the Woods, c'est quand même une de mes comédies musicales préférées, et j'ai vraiment peur de ce qu'ils vont lui faire subir. Et si j'ai un dernier conseil à vous donner, sachant que le film va bientôt sortir, il sort que dans un mois, en France. Il sort dans moins d'une semaine aux États-Unis, et on sait très bien ce qui va se passer. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de regarder la captation qui a été faite en 1990, avec le cast original, dont Bernadette Peters, parce que Bernadette Peters, c'est la vie. Donc de toute façon, vous aurez mon avis sur le film dans une autre vidéo. Et je vous donne donc rendez-vous à ce moment-là pour reparler du film. A plus.